Alexandre Moati, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à Paris Diderot, vous êtes ingénieur en chef des mines, vous êtes également concepteur de plusieurs sites et blogs publics et associatifs et je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier livre aux éditions PUF. Ce livre, il est intitulé « Au pays de Numérix » et dans ce livre, vous parlez de la défiance française à l'encontre de l'Internet de la connaissance. Alors première question, comment se manifeste cette défiance et quelles en sont les conséquences ? Disons que j'avais été assez étonné dans mon parcours professionnel et personnel, un peu tout ce qui est les diatribes anti-Google, anti-Wikipédia, notamment au sein d'un monde administratif et politique. Et donc, voilà, j'avais regardé, je m'étais interrogé sur une présentation de l'Internet souvent négative de la part d'un monde culturel, administratif et politique. J'ai même fait, en faisant un autre jeu de mots que celui du titre Numérix, j'ai fait de dire qu'on est tout le temps dans le numérisque, comme numérisque, le risque. On présente le téléchargement illégal, bon, c'est des sujets importants, certes, le spam, les contenus illicites, voire même le terrorisme. Bon, sans s'attacher voilà. Au progrès. Oui, sans s'attacher, disons, à l'aspect positif, c'est-à-dire notamment l'Internet de la connaissance. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans un angélisme du tout numérique, si vous voulez, vraiment, je me défie de ça, et je m'y défie dans mon ouvrage, surtout depuis 2 ans, ce qu'on sait, ce qui se passe sur les données, etc. Enfin, je veux dire, l'Internet de la connaissance, c'est aussi important. Chacun devient un apprenti sourcier. Alors, ça peut aussi avoir un côté, il faut faire attention aussi, mais apprenti sourcier, ça veut dire aller chercher la connaissance là où elle est, savoir faire le tri entre les sources. Et ça, je pense que c'est important, cet Internet de la connaissance. Alors, en parlant de votre expérience, vous revenez dans votre livre sur un projet dont vous avez été en charge. Il s'agit de celui de Grande Bibliothèque numérique européenne. C'était un projet conçu en quelque sorte pour contrebalancer l'offensive de Google dans le livre numérique. Alors, quelles leçons tirez-vous, pardonnez-moi, de ce que vous appelez aujourd'hui un fiasco ? Disons que j'en ai été en charge pendant 8 mois. Après, il a pris d'autres orientations. Donc, c'était en 2005, il y a 10 ans maintenant. Donc, c'est même un projet qui a failli fermer l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Bon, c'est un projet, un gros projet européen. Hein, donc, d'abord, c'est un projet venu d'en haut, complètement d'en haut. Hein. Je rappelle, c'est même le président de la République, Jacques Chirac, avec le président de la BNF, Jean-Noël Jeannet, qui à l'époque avait lancé ça à assez haut niveau, de manière un peu incantatoire, on pourrait dire. Hein, mythifiant une espèce de patrimoine européen, alors que finalement ce qu'a numérisé Google Books, c'est le patrimoine qui a fait l'émigration aux États-Unis, c'est-à-dire le patrimoine européen. Donc il y a plusieurs choses qui n'avaient pas été forcément vues. C'est un projet assez globalisant aussi, si vous voulez. Il y avait la fusée, c'est une fusée à plusieurs étages, la bibliothèque numérique, un moteur de recherche qui devait s'appeler Quero, censé contrer Google carrément, un moteur de recherche franco-allemand dont les Allemands se sont rapidement retirés. C'était aussi un projet, sorte d'éternel projet, si vous voulez. Moi, je fais dans mon livre les archives de ça. On retrouve au G8 en 1994 un projet de Bibliotheca Universalis. Enfin, tout ça, c'est des beaux projets utopistes, mais qui se sont rarement concrétisés. Et Europeana, comme ça s'appelle maintenant, c'est un petit peu la même chose. Quand on voit que c'est à peu près le même coût annuel que la fondation, 30 millions d'euros, que la fondation Wikimedia dans son ensemble, qui est le 5e ou le 6e site le plus consulté dans le monde, on relativise un peu les enjeux financiers. Voilà. Pour moi, la Bibliothèque numérique européenne, ça a été un cas d'école d'un certain manque de clairvoyance des politiques et des administratifs dans la matière de projet Internet, on pourrait dire. Alors, vous dites que les institutions, au lieu de chercher à monnayer leur contenu pour des revenus finalement assez faibles, elles feraient mieux de les donner, de les mettre à disposition gratuitement au nom d'un soft power à la française ou à l'européenne. Oui, alors donc là-dessus, dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, et pour aller dans le sens que vous dites, je me suis intéressé un peu aux oppositions, par exemple à Wikipédia, et ce qui m'a frappé dans la politique des institutions françaises, c'est le manque d'iconographie publique sur Internet. Ça, c'est assez frappant de voir ça. Vous prenez la page De Gaulle, par exemple, qui en français, ça devrait être la page Princeps, puisque voilà, et donc vous trouvez une image de la Bundesarchiv
allemande et une image de la Library of Congress américaine. Donc rien de français. Oui, voilà, c'est ça. Hein, et c'est pas banal de voir De Gaulle illustré par l'Allemagne et les États-Unis. Historiquement, c'est un clin d'œil. Et donc voilà, pas d'institution française. Vous retrouvez dans des situations assez cocasses. Par exemple, la page Michel Alliot-Marie, vous avez pas son portrait officiel par la République française qui reste sous droit, mais vous avez un portrait pris par un photographe du MEDEF. C'est pour ça qu'en France, à Numérix, la ligne de partage privé-public reste assez particulière, quoi. Le MEDEF ou le studio Harcourt mettent en ligne des photos à disposition publique, alors que les pouvoirs publics et leurs institutions ne mettent pas leurs photos sur Internet, essayant d'avoir des recettes, ce que j'appelle un peu une politique des picaillons, c'est-à-dire d'avoir des petites recettes par rapport à un rayonnement international sur Internet que les autres institutions internationales ont. Alors on peut faire des propositions, avoir des images en moins bonne résolution, enfin résolution Internet correcte, voilà, avoir pas toute la collection d'une institution, mais enfin voilà, il y a des choses à faire plutôt que l'immobilisme dans lequel on est actuellement, quoi. Et pour les médias publics, les émissions de radio ou encore de télé, quel modèle pourrait-on imaginer ? Oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est un peu dans le prolongement aussi, et c'est un sujet un peu d'actualité. Ce qui m'avait frappé, c'est donc que les émissions culturelles de radio publique, hein, je pense notamment France Culture, sont des émissions payées par l'argent public, et elles se traduisent par un curieux processus de rémunération. Hein. Vous avez à la fois un cachet au producteur, et des droits d'auteur en fonction des diffusions, voire des diffusions Internet. Alors c'est vrai que voilà, j'ai regardé ça, et j'ai été assez étonné que la seule réflexion au niveau de la radio publique, ce sont les conventions passées avec les sociétés de droits d'auteur, comme un pilotage stratégique par l'aval, sans réfléchir à l'amont, c'est-à-dire quelle est la valeur finalement, la valeur y compris immatérielle, à fin éducative, à fin culturelle, d'une émission culturelle de radio publique. Et je propose par exemple de remettre à plat la chaîne de valeur d'une émission culturelle sans avoir un pilotage par l'aval, notamment faire payer les podcasts d'émissions qui sont déjà financés par l'argent public, quoi. Donc à mon avis là-dessus, une remise à plat serait intéressante. Alors pour que les élites changent de perception sur l'Internet de la connaissance, est-ce qu'il faudrait tout simplement se débarrasser de cette exception culturelle, ou finalement on pourrait aller plus loin en disant, si ça se trouve, elle est condamnée à l'heure des réseaux mondiaux. C'est un peu le sens du titre de votre livre. Oui, alors je propose qu'on s'interroge sur cette notion d'exception culturelle. Je ne suis pas le seul à le dire, qu'elle est captée par les industries, on va dire, entre guillemets, culturelles, des majors de la musique, des majors du cinéma, hein, sur la captation des industries, de la notion d'exception culturelle par la musique et le cinéma, c'est important. Donc plutôt une culture commerciale, au détriment, dirais-je, d'une culture connaissance. Voilà, donc comme si d'un certain côté, l'exception culturelle, telle qu'on l'entend actuellement, occultait la valeur culture-connaissance qui serait pas mal de réinjecter dans cette affaire d'exception culturelle en l'étoffant beaucoup plus sur le sujet finalement. Mais alors, comment est-ce qu'on rémunère les auteurs ? Il faut revoir tout le système de droits d'auteur ? Non, je ne pense pas qu'il y ait, enfin, le système de droit d'auteur qui nous vient de Beaumarchais, qui a été vanté par Victor Hugo, est important. Mais il y a certaines choses assez concrètes à voir dans raccourcir la durée, même certains partisans fervents du droit d'auteur sont d'accord là-dessus. 70 ans après la mort de l'auteur, c'est beaucoup. Ça a encore été augmenté par des directives européennes. On a l'impression là aussi que le lobbying est toujours dans le sens d'une plus grande durée. Et ça, pour préserver une rente, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Notamment pour des essais culturels, c'est pour des essais livres, des émissions culturelles, tout ça. Et donc, il y a un certain nombre de propositions assez concrètes. Je disais les émissions de radio-télévision, essayer de les mettre de manière beaucoup plus ouverte. Ce qui n'est pas banal, par exemple, c'est que sur le site de l'INA, les anciennes émissions de l'ORTF, vous devez payer 3 € pour les avoir.
savoir, alors que c'est des émissions qui étaient payées par la radio publique et dont la numérisation a été payée par le grand emprunt en plus. Donc, si vous voulez, voilà, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit d'auteur, il s'agit de se poser des questions sur des choses assez concrètes que je détaille, donc les émissions de radio, télé publique, ce qu'on appelle le droit de panorama, c'est-à-dire en France, on n'a pas le droit de prendre des photos, y compris d'ouvrages d'art payés par la puissance publique qui sont à l'extérieur. Tout ce qui est exception pédagogique et de recherche aussi, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux qui sont sous droit dans l'enseignement, la recherche et l'université. On est un peu en retard. L'iconographie publique, j'en ai parlé. Donc il y a un certain nombre de briques comme ça sur lesquelles le droit d'auteur pourrait être quand même assez foncièrement amendé, disons. Voilà. En conclusion de votre livre, Alexandre Moati, vous appelez à inverser l'exception culturelle. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Inverser d'abord le sens exception joue de manière double, c'est-à-dire exception culturelle telle qu'on l'entend généralement, et puis sinon il y a le sens mauvais qui est l'exception au droit d'auteur. Alors ça c'est l'exception pédagogique et de recherche, comme si on devait faire une exception à quelque chose de sacro-saint pour permettre l'utilisation dans les classes par exemple. Donc ce double sens est assez étrange, mais quand je dis inverser le sens de l'exception culturelle, ça veut dire le sens, c'est-à-dire la direction, le tourner vers l'internaute et ses besoins et sa libido sciendi, sa soif de connaissance, plutôt que vers l'industrie commerciale, l'industrie culturelle et ses besoins commerciaux qui vont... Enfin voilà, donc c'est une première direction, tourner vers l'internaute. Et deuxième chose, le centrer vers les contenus, centrer l'exception sur les contenus culturels, repenser l'exception culturelle en fonction des contenus culturels plus que des grands contenus commerciaux qui eux-mêmes ont leur vie par ailleurs. Donc voilà, c'est repenser une valeur éducative et culturelle de l'Internet par rapport à une valeur parfois trop monnayable et monnayée donc dans laquelle on met l'exception culturelle. Eh bien, merci Alexandre Moati d'être venu détailler ces propositions. Je rappelle la parution de votre livre Au pays de Numérix aux éditions PUF. Merci. Merci à vous aussi.